Marcus Wiggins a été injustement arrêté par des policiers du 3e district. Il a été condamné à 46 ans de prison. C'est dur d'être enfermé pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Je promets que quoi qu'il en coûte, on le sortira de prison. Bonjour. Soit il passe sa vie en prison, soit il est libre. Quand j'ai appris que j'avais obtenu mon stage au Centre des erreurs judiciaires, j'étais survoltée. J'étais prête à vivre une aventure fantastique. La plupart des étudiants venant ici ont peu d'expérience et viennent de milieux favorisés. Quand j'y suis allée pour la première fois, j'étais anxieuse. Je me demandais si je serais prête à affronter ce que je devrais affronter là-bas. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Jen Relay. On ne se connaît pas encore. Je suis avocate spécialisée dans les erreurs judiciaires. Ce cabinet a pour objectif de revenir sur des affaires pouvant relever d'une enquête en révision. Ce que vous allez vivre ces prochains mois va sûrement transformer vos vies tout entières. Nous avons décidé de représenter un certain Marcus Wiggins. Vous allez faire partie de l'équipe qui travaillera sur ce dossier. Vous allez nous assister au cours de nos investigations. Mais d'abord, j'aimerais que nous prenions le temps de nous présenter mutuellement. Allez-y. Je m'appelle Kristen Krofchik. Ravie de faire votre connaissance. Alors, On y va. Salut tout le monde. Je suis Katie Winbrandt. C'est bon, ça tourne. Attends, tu as appuyé une fois? Il faut le faire 2 fois. Ensuite, ça affichera REC. Je crois que ça tourne là. La lumière rouge est allumée. D'accord. Super. Je m'appelle Abbas Khan. Mon nom est Ilana Moradi. Je suis en 3e année. Je suis étudiant en 3e année de droit à Northwestern. Je rêve d'entrer en fac de droit à Harvard ou à Yale. Je me souviens que je me suis dit, je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que je tiendrai? Est-ce que je vais pouvoir voir ces horreurs sans perdre la tête? J'ai commencé à travailler sur le dossier de Marcus en septembre 2009. Le crime a eu lieu en 1999. Marcus a été inculpé et condamné de l'homicide volontaire avec préméditation d'un certain Theopolis Stig. Marcus Wiggins a épuisé tous ses recours. Il ne peut plus faire appel, ni faire rejuger l'affaire sans que de nouveaux éléments soient apportés. Il est coincé. La seule chose que nous pouvons faire, c'est reprendre l'enquête. Si nous pouvons apporter des éléments nouveaux à l'enquête, nous pourrons faire une requête en révision, c'est-à-dire faire rejuger l'affaire. Mais c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Nous travaillons sur un dossier vieux de plus de 10 ans. Nous n'avons pas d'ADN. Nous défendons Marcus Wiggins. Nous avons interrogé sa sœur, Talita. Elle est passée nous voir pour nous parler de son frère, sa personnalité, son enfance. C'était le gamin le plus drôle qu'il pouvait être. Il n'arrêtait pas d'imiter des célébrités comme James Brown. Il arrivait à danser comme lui. Il lui arrivait souvent d'avoir le fou rire. Ma mère lui a acheté un blouson à la Michael Jackson. Il était rouge. Il le mettait avec un gant à paillettes et une paire de bottes horribles pour l'imiter. Il était gentil. Il avait beaucoup de copains. Tout le monde l'adorait.
Nous étions très unis tous les deux. C'est dur de se dire qu'il est là où il est et que je ne peux rien y faire. Ça a mis une certaine distance entre nous parce que je ne sais pas comment réagir. Je sens que je vais pleurer. Je ne sais pas quoi faire. J'essaie de rester le plus possible en contact avec lui parce que je sais qu'il a besoin de nous plus que tout, plus qu'il n'en a jamais eu. Je pensais que je commençais à comprendre Marcus, mais je n'étais vraiment pas rassurée la première fois que je l'ai appelé. Je ne savais pas s'il me ferait confiance. Il ne me connaissait même pas. Jane est sortie et a fermé la porte. J'étais seule avec lui. Il avait l'air de vouloir me dire tout ce que je cherchais à savoir. C'était super. Mais je me suis sentie un peu coupable de lui poser certaines questions. Il n'y a rien de plus motivant que de rencontrer son client. Ça vous aide à vous engager encore plus profondément dans l'affaire. C'est le grand jour. On va rencontrer Marcus pour la première fois. Il y a de la route pour aller de Chicago au sud de l'Illinois où il est emprisonné. On est en route pour Pinckneyville, pour rencontrer Marcus. Je pense qu'il va être content de nous voir. C'est toujours agréable d'avoir de la visite. On essaie de trouver l'hôtel d'abord ou on y va direct? Attendez. C'était la première fois que je mettais les pieds en prison. On a dû rester 4 heures. Et je suis bien content d'avoir pu en ressortir après. Marcus, comment ça va? Bien, et vous? Salut à tous. Comment ça va? Bien, merci. Je m'appelle Marcus Human Wiggins. Ça, c'est mon dossier. Les coupures de journaux et tout. D'accord. Tout ce que j'ai pu réunir. Il y a eu pas mal d'articles. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas tous là. Ça a été fait par les hommes avec qui vous étiez le soir où la victime a trouvé la mort. Oui. Ce sont leurs témoignages. C'est sur vous, ça? Oui. C'est sur moi. C'est frustrant, vous savez, vraiment frustrant. Quand je relis mes déclarations, je me dis, c'est dingue. Ça n'a aucun sens. C'est pas facile à vivre. C'est dur d'être enfermé tout ce temps pour quelque chose qu'on n'a pas fait. J'y pense tous les jours en permanence. J'essaie de garder la tête haute, de rester concentré et de ne pas craquer. C'est chouette de pouvoir raconter la vérité, ce qui s'est vraiment passé. Ces quelques heures passées avec Marcus ont totalement bouleversé la façon dont je voyais ce stage. J'ai lu le dossier dans tous les sens, mais ça n'avait rien à voir du tout avec le fait d'avoir un homme en face de moi. J'ai été troublée par la lecture du dossier. Oui, je crois que troublée est le mot qui convient.
Il a été identifié comme étant le conducteur. C'est étrange qu'il ait pu être reconnu de dos malgré la pluie-tête, uniquement en le voyant dans le rétroviseur. C'est sûr. Les témoignages ne sont pas tous concordants. C'est compliqué. Il y a eu des incohérences dans la défense. Son avocat a choisi de ne pas le citer à comparaître comme témoin. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faudrait qu'on ait l'avis d'un expert sur la façon dont l'enquête de police a été menée. Il faut qu'on sache ce qu'il en pense. S'il y a eu des étapes de la procédure négligées ou non, qu'est-ce qui leur a permis d'avancer que les faits s'étaient déroulés de telle ou telle façon. Nous sommes le 8 janvier 2010. Il y a 2 jours, le 6 janvier, je suis allée chez William Dorsch, un enquêteur de la crime à la retraite, devenu expert en procédure policière. Le mis en cause a ouvert le feu alors que la victime le poursuivait. Il l'a touché au thorax et à la tête du côté droit du lobe frontal. Ce sont les conclusions du rapport d'autopsie ? Non, juste les constatations. C'est à l'un des premiers policiers sur place de les pratiquer. Ces constatations servent ensuite de support aux enquêteurs de la police judiciaire. Si elles manquent de précision, l'enquêteur doit creuser pour établir les faits. Est-ce que le crime a pu être commis de la façon dont les constatations le décrivent ? Theopolis Tigg a été abattu entre 9h et 10h du matin. Marcus a été arrêté dans le cadre de l'enquête quelques heures à peine plus tard. C'est un record. C'est à se demander comment la police pouvait être sûre de la culpabilité de Marcus. Dans cette affaire, on sent bien que certains détails ne collent pas. Il faut qu'on examine le dossier avec un œil neuf pour mieux le comprendre. La première chose à faire, c'est de lire tous les rapports. Ensuite, il faut se rendre sur la scène de crime. On ne peut pas poser les bonnes questions si on ne sait pas de quoi on parle. C'était la première fois que j'allais sur une scène de crime. C'était une expérience surnaturelle. Ça fait tout drôle de visiter le voisinage d'un endroit où s'est déroulé un tel drame. D'après les rapports des policiers, sachant qu'ils sont assez contradictoires, ce carrefour, à l'angle de Marshfield et de la 50e, était celui où Marcus serait descendu de sa voiture. C'est cette allée juste ici. D'après les déclarations, Farley, Tyler et Tigg auraient traversé le terrain vague en courant. Il a été abattu dans cette allée ? Le corps a été retrouvé ici. Vous lisez le dossier. Vous essayez d'imaginer ce qui s'est passé. Mais quand vous vous retrouvez à l'endroit où les faits sont déroulés, là où Theopolis Tigg a été assassiné, ça devient tout de suite plus concret. Les tirs provenaient de quelque part dans ce secteur. Apparemment, il y aurait eu 13 coups de feu tirés. Pourquoi aucune balle n'a été retrouvée sur ce terrain vague ? Est-ce que la police était là pour l'accident de la route ? Non. Il se pourrait qu'il ne soit jamais arrivé. Vous n'êtes pas la première à soulever cette hypothèse. D'autres personnes ayant étudié ce dossier le pensent également. Il faut faire preuve d'un peu de bon sens. En observant la scène de crime,
On a du mal à croire à la version de l'accusation. Ça ressemble plus à un corps abandonné là après avoir été déplacé. Ilana a décidé de retourner voir Bill Dorsch pour lui poser d'autres questions. Je lui ai parlé des preuves qui ont été recueillies, de celles qui pouvaient manquer, et je lui ai demandé s'il pensait que notre hypothèse du corps déplacé pouvait tenir la route ou non. Apparemment, aucun relevé d'empreintes n'a été fait dans la voiture ni sur la scène de crime, et il n'y a pas eu d'enquête de voisinage. C'est très étrange. Visiblement, les policiers n'ont même pas souhaité retourner sur les lieux pour chercher des indices concrets comme des douilles ou des projectiles. Aucune douille n'a été trouvée. Et personne n'a cherché à savoir si les voisins avaient entendu quelque chose d'anormal. C'est vrai. Les enquêteurs ont simplement reçu un appel de l'hôpital leur signalant que la victime était décédée. C'est là qu'ils ont rencontré les témoins. Ils ont donné le nom du meurtrier, qui a été arrêté très rapidement, mais sans qu'aucune enquête de terrain n'ait été faite. C'est énorme. L'enquête de voisinage, c'est habituel? C'est une règle absolue. Manifestement, elle n'a pas été faite. Sinon, on lirait quelque part « Je me suis rendu au temps de telle rue, j'ai parlé à telle et telle personne au premier étage, l'occupant de tel appartement était absent, il y avait tant de personnes au troisième. » Et si un occupant d'un appartement est absent, ça veut dire qu'il faut revenir plus tard pour l'auditionner. L'enquête de voisinage est un élément essentiel de la procédure. Il y a quelque chose qui colle pas avec la tenue que portait Theopolis Stig. D'après le rapport d'autopsie, il était vêtu à son arrivée à la morgue d'un t-shirt rouge et d'un short. Mais c'était le mois de février à Chicago. Je doute que Theopolis Stig soit sorti dans la rue avec une tenue aussi légère le jour où il a été assassiné. Où sont passés ses vêtements? Mystère. Pas de balles, pas de vêtements. Ils auraient pu contacter l'hôpital pour vérifier s'il y en avait d'autres à son admission ou retourner vérifier sur la scène de crime. Effectivement, ça ne colle pas. William Dorsch confirme que quelque chose cloche dans cette enquête. Il y a de nombreuses failles. C'est un bon point de départ. Cette affaire ne sent pas bon. Les zones d'ombre sont multiples. Je ne pensais pas que les négligences et les informations manquantes seraient aussi faciles à trouver. Avec tous ces éléments, tout ce qu'on arrive à prouver, c'est qu'il n'est manifestement pas coupable. Il faut que l'on décide dans quelle direction cette enquête va nous mener. Tout porte à croire qu'il a été condamné sur la seule foi du témoignage de R.L. Mahan, sur la seule foi du témoignage de Cédric Farley et sur la seule foi du témoignage de Kelly Stokes. Maintenant, il faut que l'un de ces témoins ayant fait condamner Marcus nous dise qu'il a menti, qu'il a fait un faux témoignage. C'est une nécessité. Et il faut que l'un de ces témoins puisse le dire par écrit. Nous savons déjà que R.L. Mahan s'est vanté d'avoir menti pendant le procès contre Marcus Wiggins. Il a déclaré que Marcus n'était pas là ce jour-là. Il s'est rétracté. Il a dit à la petite amie de Marcus qu'il avait menti et il l'a également dit à un avocat. Un jour, j'étais en train d'aller faire des courses. Ou j'en revenais. Il s'est dirigé vers moi et il m'a dit « Salut ». Je l'ai regardé et je me suis dit « Mais pourquoi il vient me parler ?» Il m'a dit qu'il avait menti. Et puis on a appelé la mère de Marcus, elle a décroché le téléphone et j'ai dit « C'est R.L., il veut vous parler. » Elle a répondu « Non, pourquoi il voudrait me parler ? Il veut juste vous dire quelque chose. Il veut essayer d'aider Marcus parce qu'il sait qu'il est innocent. » Alors elle a accepté de discuter avec lui au téléphone. Le jour où il devait faire une déclaration par écrit disant qu'il avait fait un faux témoignage, il a reçu une balle dans la tête et il est mort.
Le témoignage le plus accablant de cette affaire, c'est celui de Cédric Farley, le cousin de la victime. C'est l'élément clé, je crois. Cédric Farley est celui qui a formellement identifié Marcus Wiggins comme étant l'auteur des coups de feu. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas réussi à lui mettre la main dessus. Il va falloir faire appel à un détective privé. Je m'appelle Cynthia Estes. J'ai grandi dans la banlieue sud de Chicago. On devrait essayer d'aller à l'adresse de Fairfield. Voilà Jimmy. On vient juste de lui parler. C'est le neveu de Cédric. C'est la meilleure piste qu'on ait pour réussir à le trouver, je pense. C'est vrai. Il s'est montré très sympathique. Et il faut dire que Cynthia sait s'y prendre pour aborder les gens. Je lui ai parlé très vite. Je lui ai même fait au moins 25 fois des compliments. Mais ça n'a pas suffi. Il ne sait pas qui est notre client, ni qui est la victime. Par contre, Cédric est censé revenir jeudi après-midi de Memphis. Cédric Farley, il faut te montrer. J'espère que tu pourras te manifester, raconter ce qui s'est passé. Il faut que tu dises la vérité, parce que je n'ai pas tué ton cousin. Où on en est sur la localisation de Cédric Farley? Nous avons discuté avec un jeune homme de 16 ou 17 ans, un certain Maurice. Il a dit être le neveu de Cédric Farley. Il ne sait pas où il réside actuellement. Il n'habite plus à cette adresse. C'est tout ce qu'on sait actuellement sur ce témoin. Kelly Stokes est un des témoins qui m'a accusé. Je connais très bien sa famille. Il a dit par la suite que les policiers l'avaient forcé à faire ce témoignage. Quand j'en ai parlé avec lui au téléphone, Kelly m'a dit « Marcus, je suis désolée d'avoir dû faire ça. Vraiment désolée. Ces flics véreux m'y ont obligé. » Prochaine audience, le 14. C'était qui? Kelly Stokes. Il est en prison? Non. Je pense qu'il est sorti. De toute façon, on sait qu'on le trouvera au palais de justice. Le 14. Oui, le 14. Pour joindre le greffe, voilà le numéro qu'il faut appeler. On devrait les appeler. Oui. Abbas, tu t'en occupes? Oui. On va voir s'il est toujours écroué. Ce matin, j'ai rencontré Margaret en ville. Bonjour, ici Kirsten. Je suis avec Margaret et nous venons de sortir du palais de justice. C'est Margaret qui conduit. Nous nous sommes rendus à l'audience où Kelly devait comparaître. Au début, il n'était pas là. Nous étions un peu tendus. Mais où il est? Et puis, quelqu'un a franchi la porte. Margaret l'a tout de suite reconnu. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Je lui ai montré la déclaration, je lui ai demandé de la lire, et je lui ai demandé si quelque chose était inexact. Il a lu l'affidavit en entier. Il a dit qu'il était d'accord, que tout était parfaitement exact. Il a pris le stylo et il l'a signé. Ça a été beaucoup plus facile que j'imaginais. Après avoir signé, il nous a dit qu'il était soulagé. C'était un pas immense pour lui. C'est quelque chose qu'il attendait de pouvoir faire depuis très longtemps. C'est un élément de plus pour notre requête en révision. Ça nous permettra peut-être d'obtenir la libération de Marcus.
Nous avons trouvé Kelly Stokes et il a admis avoir témoigné sous la contrainte. Mais il faut qu'on arrive à démontrer que toute l'affaire est bancale pour que le juge accepte la révision. C'est un cas très délicat. Les faits sont complexes. Les pistes que l'on suit pour trouver les témoins ou certains éléments finissent souvent en cul-de-sac. C'est un processus long et frustrant. Je pensais sincèrement que c'était un peu plus facile que ça de prouver l'innocence de quelqu'un. Le plus difficile à vivre, c'est de devoir dire à quelqu'un que l'on pense innocent « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider ». C'est atroce. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce combat compte pour nous. Nous voulons agir, mais nous ne pouvons pas. Je perds jamais espoir. Je prie tous les soirs pour lui et pour qu'il rentre vite à la maison. Mais je commence à douter que ça finisse par arriver. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ressentent. Cette sorte de vide constant. Ce manque profond dont on ne peut même pas se détacher avec le temps parce que il n'est pas vraiment parti. Il est quelque part, ailleurs, loin d'eux. J'aimerais croire que l'issue sera heureuse. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments. Je pense qu'il va y avoir un retournement de situation. Sincèrement, je ne sais pas quand ça va arriver ou ce que ce sera, mais on va trouver quelque chose. Il faut continuer à chercher, sans baisser les bras. On fera tout ce qui est nécessaire pour que justice soit rendue. Nous démontrerons l'innocence de Marcus. L'une des raisons qui nous a amenés à reprendre en main le dossier de Marcus Wiggins, c'est ce qui lui est arrivé quand il était adolescent, à 13 ans. Il a été passé à tabac et torturé par un groupe de policiers sous le commandement de John Burge. Un adolescent de Chicago porte plainte contre le commandant de police, John Burge. Marcus Wiggins affirme avoir été arrêté sans raison par des policiers du 3e district, puis frappé et torturé par des décharges électriques. Les faits se seraient déroulés en 1991, quand l'adolescent avait 13 ans. À cette époque, le commandant John Burge était le chef de ce district. Les policiers accusés d'avoir violé les droits civiques de l'adolescent l'auraient fait sous sa supervision dans le but d'obtenir des aveux dans une affaire de meurtre. L'une des pistes envisageables serait que l'affaire de meurtre pour laquelle il a été condamné serait un acte de vengeance de la part des policiers mis en cause. Certains policiers impliqués dans les faits de torture infligés à Marcus auraient directement participé à l'enquête qui nous intéresse. Je crois que c'est un élément qu'il va falloir creuser un tout petit peu plus. Ces policiers qui étaient sous les ordres de John Burge sont toujours en activité? Oui. D'accord. Et en apprenant qu'il y avait eu cet homicide, ils auraient essayé de... Oui. D'accord. Quand on m'a présenté Marcus, j'ai vu qu'il avait été auditionné par des policiers placés directement sous les ordres de John Burge. Ça m'a tout de suite alertée.
Au cours de l'audience, Marcus a déclaré avoir été molesté par ses policiers. Il a raconté avoir été frappé au visage, avoir reçu des coups multiples à la poitrine. Sa mère m'a dit qu'il lui avait confié avoir reçu plusieurs décharges électriques. Elle ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. Elle était choquée. Je me suis dit qu'il fallait que j'en sache un peu plus sur les pratiques de ces policiers. Lorsque sa tante est allée le chercher au commissariat, elle l'a trouvé recroquevillé dans sa cellule, en train de sucer son pouce. Il fallait voir l'affaire sous un angle plus large. C'était peut-être la clé de l'innocence de Marcus. Je sais que beaucoup de gens vont penser que les criminels méritent d'être traités comme cela. C'est un fait. Ça n'a rien de dramatique d'utiliser des méthodes un peu brutales. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait quotidiennement à... Comment s'appelle ce camp à Cuba? Guantanamo. Si on veut des réponses, il faut aller les chercher, quitte à brutaliser un peu le suspect. C'est déplorable, mais pour beaucoup de gens, la fin justifie les moyens. C'est déjà horrible de torturer des terroristes présumés, parce qu'on ne doit torturer personne. Mais employer ces méthodes de torture sur un adolescent, un citoyen américain, juste parce qu'on le suspecte vaguement de meurtre, comment c'est possible? On entend régulièrement parler de policiers passant à tabac un suspect et l'affaire est passée sous silence. On dit qu'il a glissé dans l'escalier et on passe à autre chose. Mais des actes de torture qui auraient pu causer la mort? On ne passe pas un suspect à la gégène. On ne lui envoie pas du courant électrique dans le corps. On se retrouve avec sa vie qui défile devant nos yeux. On est complètement sonné. On n'a plus aucune force musculaire. On ne fait pas passer du courant par les menottes attachées aux chevilles du suspect pour obtenir des aveux. On se retrouve à terre, on est presque en train de mourir, et ces policiers sont autour de vous à se moquer de vous, à vous traiter de négro et tout le reste. Il a mis quelque chose de métallique dans ma main et il a fait passer le courant. C'est vraiment ce qu'il a fait. J'ai senti le choc électrique parcourir tout mon corps. Je sentais mes yeux sortir de ma tête. Ma mâchoire se serrait très fort. Quand ils ont fini, j'étais totalement amorphe. Je me suis écroulé sur la table. Ils sont revenus avec la déposition. Ils m'ont donné le stylo. J'ai signé. J'ai immédiatement été placé en cellule et auditionné par le juge. Pourquoi torturer un suspect si on a des preuves? C'est totalement inutile. Vous le présentez à la cour avec ses preuves et l'affaire est pliée. Nous allons procéder à l'audition de Sean Tyler. Julie Hall est présente. Ce qui a sauvé Marcus Wiggins dans cette affaire, c'est qu'un témoin direct des faits est allé sonner à la porte de la famille de la victime et leur a dit que leur fils avait été abattu. Il était agenouillé. Jesse Clemens a tiré 2 coups de feu et il s'est enfui. Là, les policiers avaient un problème, puisqu'un témoin direct avait formellement identifié l'auteur des coups de feu. Comment expliquer les aveux de Marcus? Qu'est-ce qui pousse à un crime que l'on n'a pas commis? La réponse, c'est la torture. Le juge Strayhorn savait que Marcus Wiggins serait menacé. Il a pris des mesures pour faire en sorte qu'aucun policier de Chicago ne puisse approcher de l'adolescent pendant le procès. Au moment du procès, le juge a fait comparaître tous les policiers. Et ils étaient tous là devant moi. Je les ai tous identifiés. C'est ce que j'ai fait. Les policiers qui ont torturé Marcus n'ont pas été révoqués.
Mais leur supérieur John Burge a été renvoyé quelques mois plus tard. Nous avons donc un mobile plausible de vengeance qu'il ne faut plus perdre de vue. Je crois réellement que l'homicide pour lequel Marcus Wiggins a été inculpé est lié à cette première affaire. Mais je ne peux pas me permettre d'en dire plus. Vraiment. Julie a répondu à beaucoup de questions concernant la première affaire et au lien qu'elle peut avoir avec la seconde. Mais la seconde est une affaire à part entière. Je n'arrive pas à comprendre comment ça a pu arriver. Pourquoi ils s'en sont tirés aussi facilement? Je comprends pas le système. Il faudrait revoir les témoignages de l'affaire actuelle. J'ai vu sa signature quelque part, comme superviseur. Et ici, vous voyez? C'est encore lui. C'était incroyable. On a dû vérifier pour être sûr. On a constaté que plusieurs policiers ayant participé à la seconde enquête faisaient partie de la liste de ceux qu'il avait torturés en 91. L'agent O'Brien, c'est celui qui m'a frappé à la tête avec une lampe torche quand j'avais 13 ans. Il est venu me voir en salle d'interrogatoire pour me dire « On te tient maintenant. Cette fois, on va faire en sorte que tu restes avec nous. Tu peux commencer à sucer ton pouce. » J'ai discuté de cette affaire avec mon père, un soir en rentrant du travail. Il n'était pas convaincu parce qu'il a du mal à imaginer que la police puisse agir comme ça. C'est plus rassurant de se dire que les policiers ne sont là que pour nous protéger et veiller sur nous. On voudrait pouvoir dire à nos enfants que nous n'avons rien à craindre d'eux. Mais il y a des brebis galeuses. Et c'est une vérité qui dérange, c'est certain. Nous avons établi que Marcus a été par 2 fois suspecté à tort d'avoir commis un meurtre. Nous en avons la preuve. Alors pourquoi pas une 3e fois? Peut-être. Mais ce n'est pas une certitude. Nous savons qu'il a été torturé à 13 ans pendant sa garde à vue, alors qu'il était suspecté de meurtre. Il a ensuite été à nouveau suspecté dans une autre affaire, mais il ne pouvait matériellement pas être inquiété dans la mesure où il avait un alibi en béton. À l'époque, il vivait dans le Wisconsin. Tout porte donc à croire que certains policiers en voulaient à Marcus Wiggins. Ils lui en voulaient pour ce qu'il représentait et ils cherchaient à le faire tomber. Est-ce qu'on peut le prouver? Pas encore. Mais c'est ce à quoi on travaille. C'est notre objectif. Je me souviens de ce que j'ai ressenti en sortant de la prison. C'était atroce de savoir que Marcus devait y rester. En quittant cette enceinte, je me souviens avoir vu le ciel très bleu, le soleil qui brillait. Et j'ai pris toute la mesure de l'importance de pouvoir ressentir ces choses, en sachant que Marcus ne le pouvait pas. C'est ça qui est formidable avec ces étudiants en droit. S'ils savent que vous êtes innocent, ils vont se battre pour vous. Mais ils sont directs avec vous. Ils n'essaient pas de vous embobiner. Ils sont francs. C'est pour ça que je les adore. Ils représentent beaucoup pour moi. Les liens se forment parce que nous menons un combat très particulier. Nous représentons les victimes d'erreurs judiciaires. Pour l'instant, toutes les personnes que nous avons entendues confirment que Marcus Wiggins n'a pas commis ce crime. Le seul témoignage qu'il nous manque encore, c'est celui de Cedric Farley. C'est le cousin de la victime, celui dont le témoignage a pesé le plus lourd. On ne peut pas démontrer l'innocence de Marcus sans avoir sa déposition.
Il faut absolument qu'on l'interroge. C'est la clé. Cédric? Oui, c'est la clé. Bonjour, Cathy. Bonjour. Ce matin, Jennifer a à nouveau fait des recherches sur les fichiers pour trouver Cédric Farley. D'accord. Nous avons cherché partout en écrivant Cédric avec la lettre C. On va refaire quelques recherches si ça ne t'ennuie pas. Cathy a des informations. Nous avons des adresses dans l'État du Wisconsin et dans l'Illinois, c'est ça? Oui, c'est ça. Voyons un peu. J'ai rien. Et si on essayait avec un S à la place du C, comme première lettre de Cédric? La lettre a pu être changée, c'est vrai. On va essayer à nouveau. J'ai un résultat. C'est pas vrai. Il est en prison dans le Wisconsin. C'est lui? Pourquoi on n'a pas eu cette info avant? Parce qu'on cherchait avec un C et pas avec un S. Il a été condamné pour meurtre. Il est écroué. On sait où le trouver. C'est pas vrai. Et voilà. Il faut qu'on trouve rapidement comment le rencontrer. Appelle cette maison de correction et vois ce qu'il faut faire. Le protocole? Oui, le protocole. Nous, on y va. On ne leur envoie même pas de courrier. On y va. On n'est pas trop en retard. Va te garer près de l'entrée. Ne prends que ta carte d'identité, rien d'autre. Je peux pas prendre mes notes? Si, tes notes, oui. Mais pas d'argent ou trucs de valeur. Je prie pour que cette audition de Cédric Farley se passe bien. Marcus mérite qu'on trouve la faille. Ce témoignage, ce sera sans aucun doute un renversement majeur. Je croise les doigts. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que les policiers l'avaient piégé. C'était un traquenard. D'accord. Il te l'a dit aussi? Oui. C'est tout ce qu'il a dit. Alors, je lui ai demandé de développer. Allô? Vous avez pu l'interroger, Cédric Farley? Ça n'a pas été facile, mais oui. Il ne sait pas qui a tué Théopolis. Il dit qu'il n'a pas vu qui était l'auteur des coups de feu. On avait du mal à comprendre ce qu'il disait. Mais il a clairement déclaré que les policiers avaient piégé Marcus. C'était un traquenard. Les policiers ont piégé Marcus? Très intéressant. Il a dit « Cette putain d'identification s'était bidonnée ». Juste avant de me montrer les suspects, ils m'ont installé à un bureau et ils m'ont montré une photo de Marcus Wiggins pour que je le désigne. Ils lui ont montré une photo de Marcus avant l'identification? Bien, c'est énorme. C'est énorme. Il raconte avoir dit aux enquêteurs que c'était mal, qu'ils ne devraient pas faire ça. Il leur a dit à plusieurs reprises que ce n'était pas juste. Ils avaient même inscrit le nom de Marcus sur la photo. Et ils lui ont montré avant de faire l'identification? Oui. C'était Jane. Cédric Farley était le dernier témoin que nous cherchions. Il a clairement confirmé que la police voulait emprisonner Marcus. Il voulait se venger de la plainte déposée par Marcus après les faits s'étant déroulés quand il avait 13 ans. Ils ont obtenu des déclarations forcées de faux témoins pour venger John Burge. Le procès tant attendu par le tout Chicago atteint une phase décisive aujourd'hui. Tout ce qui peut attirer l'attention du grand public sur John Burge lors de son procès sera bénéfique pour la défense de Marcus. Ça ne fera que rendre sa condamnation encore plus bancale. Et ça nous permettra de faire encore plus pression sur les médias et les autorités. John Burge est entré par la grande porte au tribunal ce matin. Mais après la lecture du verdict, il a été conduit hors du palais de justice, loin du regard du public. John Burge a été reconnu coupable d'actes de torture. Il risque une peine de 45 ans de prison. L'ancien commandant de police, John Burge, a violé la loi alors qu'il devait la servir. Quand on regarde cette affaire dans son ensemble, que l'on relie tous les points ensemble, on comprend que des policiers ont truqué une enquête criminelle à de seules fins de vengeance. Les policiers ayant soutiré des aveux à Marcus en le torturant sont les mêmes que ceux qui ont interrogé les témoins de la seconde affaire,
qui déclare aujourd'hui avoir été forcé à désigner Marcus. Je pense que nous allons pouvoir remettre en cause l'ensemble de ces témoignages. Au final, quand on reprend l'ensemble du dossier, il ne reste plus un seul témoignage, plus la moindre preuve directe de l'implication de Marcus Wiggins dans les faits qui lui sont reprochés. Il nous reste encore beaucoup à faire. Nous allons d'ailleurs en faire la liste. Nous allons nous partager ces tâches. Mais je crois que nous avons enfin de quoi entamer la procédure. Il est temps de saisir la Cour pour leur présenter les faits nouveaux que nous avons recueillis et pour leur démontrer que Marcus mérite un procès en révision. Nous sommes en route vers Pinckneyville. C'est un grand moment pour rendre visite à Marcus. Je me suis dit qu'il allait être content d'entendre que nous allions présenter la requête en révision. Cela fait 2 ans que divers éléments sont rassemblés pour démontrer son innocence. Il sera sûrement content de voir que ça prend forme. Quelle joie ce sera de franchir cette porte, vous savez. Quelle joie ça va être. Je vais passer beaucoup plus de temps avec mes enfants, prendre soin d'eux, écouter ce qu'ils auront à me dire et reprendre à zéro. Merci Marcus de m'avoir laissé entrer dans ta vie. Tu as bouleversé la mienne. J'espère que le travail que l'on a tous fourni dans cette affaire va maintenant changer la tienne. Il va pas disparaître de ma vie comme ça. C'est quelque chose qui restera gravé en moi et affectera ma vie. Pour toujours. Après ça, on prend un peu plus de recul sur les choses. Sur le système judiciaire et sur le monde en général. Il s'est passé tellement de choses horribles dans la vie des gens qu'on a rencontrés. C'est pas facile de voir le côté positif, mais c'est encourageant de se dire qu'il y a des gens qui sont là pour vous défendre et empêcher que ce genre de choses se reproduisent.